Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous que vous êtes en train de nous suivre partout dans la francophonie ou ailleurs. Bienvenue à la deuxième journée des conférences internationales Vivre l'égalité et la diversité de la francophonie, culture, santé et sécurité. Je vais parler doucement pour permettre à Christine et à Corinne, que je remercie, de permettre la traduction en langue des signes. Nous sommes en direct depuis l'auditoire principal de l'Université de Genève et je suis ravi, en tant que directeur exécutif du Centre Marie Chalimon en sciences et sexualité de l'Université de Genève, de pouvoir démarrer cette deuxième journée avec vous et plus particulièrement de modérer cette conférence table ronde dépénalisation des pratiques sexuelles, regards croisés, Afrique, Amérique et Europe. Ces 3 jours de conférence vivent l'égalité et la diversité de la francophonie, culture, santé, sécurité sont co-organisés par égide de l'Alliance francophone pour l'égalité et la diversité, le Centre Marie Chalimon sciences et sexualité de l'Université de Genève, ainsi que les services égalité et diversité ville durable de la ville de Genève. Comme je disais, cette deuxième journée sera dédiée donc au thème « Vivre en sécurité ». Il s'agira de mettre au cœur de nos réflexions la sécurité et la protection des personnes LGBTQI+, dans l'espace francophone. Autrement dit, nous traiterons de la sécurité des personnes lesbiennes, gays, trans, bisexuelles, queer, intersexes ou en questionnement, ou de toute autre personne qui ne se reconnaît pas dans l'acronyme LGBTQ+, mais qui est discriminée en raison de son orientation sexuelle et affective, de son identité et expression de genre, ou encore de leurs caractéristiques sexuelles. La sécurité et la protection de toutes ces personnes se déclinent dans différents milieux, tant au niveau national qu'au sein des familles et au travail, par exemple. Chacun de ces milieux nécessite des réflexions et des actions spécifiques. Plus particulièrement avec cette conférence table ronde que nous venons de commencer, il s'agira de comprendre comment et pourquoi les lois interviennent ou pas dans le champ des pratiques sexuelles et dans quel but et avec quelles conséquences ces interventions ont lieu. L'histoire est bien longue. Entre le 19e et le 21e siècle, la dépénalisation des pratiques sexuelles a été, notamment en Amérique et en Europe, justifiée dans un premier temps sur la base d'arguments visant à la pathologisation des pratiques sexuelles. C'est en particulier dans les années 1970 que nous assistons à l'émergence d'importants mouvements politiques, culturels et juridiques dont l'objectif est de garantir à toute personne le droit humain à une sexualité épanouie, libre et consentie. Les droits sexuels sont désormais revendiqués en tant que droits humains. Cependant, dans certains contextes, notamment sur le continent africain, tel qu'au Cameroun, et on le verra très près de ça aujourd'hui, les crimes de l'homosexualité existent et sont-ils encore violemment réprimés. Les pratiques sexuelles deviennent, dans ces contextes-là, un enjeu politique et d'exercice arbitraire du pouvoir, où l'acception démocratique du droit semble perdre tous ses repères. Nous allons, avec les 3 intervenants que je vais de suite vous présenter, aborder beaucoup de questions, notamment pourquoi les pratiques sexuelles sont-elles un enjeu du droit? Comment la dépénalisation de ces pratiques s'inscrit-elle dans une histoire post-coloniale ou dans une fracture en nord et sud? Comment la communauté internationale peut-elle soutenir les sociétés civiles locales dans les démarches de dépénalisation des pratiques sexuelles? Il est temps maintenant de vous présenter nos 3 intervenantes et je le fais vraiment avec un grand fierté et honneur et vraiment plaisir de les avoir avec nous. Il est moment donc en direct depuis Douala au Cameroun. Je ne vois pas encore à l'écran, mais elle va venir, Alice Nkom. Donc je passe, voilà, elle est avec nous, vous la voyez. Bonjour Alice, comment allez-vous? Eh bien, donc, le temps qu'elle nous entend, Alice, vous êtes la première femme avocate du Cameroun. Vous êtes principalement engagée dans la défense des droits humains et plus particulièrement des personnes LGBTQ+. Ce combat vous attire les foudres d'un bon nombre de vos concitoyens, ainsi que du gouvernement camerounais. Régulièrement menacé, comme le prouvent les multiples plaintes que vous avez déposées, vous avez choisi de vous battre à plein temps pour les droits des homosexuels, notamment en attaquant la constitutionnalité de l'article 347 bis du Code pénal camerounais.
qui condamne l'homosexualité de 6 mois à 5 ans de prison. Vous étiez récompensé en mars 2014 pour votre travail de promotion des droits homosexuels en Afrique par le prix des droits de l'homme de la section allemande d'Amnesty International. Merci à l'ISENCOM d'être avec nous. Je reviendrai tout de suite pour démarrer avec vous-même cette première tour virtuelle de table ronde. Je me tourne donc vers l'autre partie de l'Atlantique. C'est avec Elisabeth Brousseau. Bon matin. C'est bien le matin avec un café, semblerait. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et vous-même? Merci beaucoup, Elisabeth. Elisabeth Brousseau, vous êtes avocate et vous pratiquez le litige commercial et médical. Vous êtes associée de la firme de calibre international McCarthy Trelut, qui compte plus de centaines d'avocats au Canada. Sociologue de formation et graduée à l'Université de Montréal en sciences sociales en 2004, vous êtes ouvertement lesbienne et mère d'un enfant. Vous êtes investie depuis plus de 2 décennies comme militant LGBTQ+. Vous faites la promotion de l'égalité au Canada et dans le monde. Vous êtes la secrétaire du conseil d'administration des GID, l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et la diversité. Cette dernière implication vous a mené encore en décembre 2020 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes une avocate engagée tant au plan professionnel que communautaire et vous tissez des liens ici et ailleurs. Vous êtes par ailleurs membre et cofondatrice du comité LGBT du Barreau du Québec, on aura l'occasion d'en parler, ainsi que vous collaborez régulièrement avec Avocats sans frontières au Canada, notamment dans le contexte de Haïti. Merci d'être avec nous depuis Montréal, Elisabeth Brousseau. Il est temps d'être revenir en Europe, on va à Paris. Et bonjour, bon après-midi plutôt. Caroline Mécari, comment allez-vous? Je vais très bien et je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup, Caroline. Vous êtes donc avocate au barreau de Paris depuis 1991. Vous avez créé votre propre cabinet en 1993, en 93, comme diraient les Français. D'abord spécialisé en droit pénal et en droit des étrangers, ce qui vous a permis de développer un son aigu de la défense. Votre cabinet, pratique depuis plus de 20 ans le droit des familles, le droit de la presse et le droit des discriminations. Notamment sur le droit de la famille, nous on reviendra avec vous. Vous étiez la première avocate en France, justement, à avoir défendu dès les années 1990 les familles homoparentales pour lesquelles vous avez obtenu de nombreuses décisions judiciaires qui ont fait évoluer le droit des familles en France. Merci d'être avec nous et entamons bien cette table ronde virtuelle. Et je souhaite le faire donc en commençant avec l'ISENCOM. En effet, avec vous, je souhaiterais commencer ce tour de table virtuelle en vous lisant un extrait du jugement rendu par la Cour d'appel du tribunal de première instance de Douala ce 11 mai 2021, qui a condamné à la peine maximale de 5 ans 2 jeunes personnes transgenres du Cameroun qui sont défendues par vous. Ces personnes ont été accusées du délit de l'homosexualité. On lit dans ce jugement, je commence la lecture de l'extrait. Le paragraphe, il s'appelle du délit d'outrage des mœurs. Attendu qu'il est reproché au prévenu le fait d'avoir attiré l'attention du public sur une occasion de débauche, notamment en s'affichant publiquement déguisé en femme et en se tripotant, point virgule, que la débauche s'entend en l'espèce de la dépravation, de la dissolution des mœurs, tendant aux excès et débordements immoraux de la vie sexuelle. Fin de citation. Cher l'ISENCOM, je souhaite donc vous poser la question. Pourrez-vous nous préciser davantage le cas donc, de ce jugement duquel je viens de lire un court extrait, et en quoi et pourquoi le droit est un enjeu de mœurs au Cameroun, comme je viens de lire dans cet extrait. Merci beaucoup de me donner la parole. Je salue très confraternellement et très amicalement Caroline, toutes mes consoeurs qui sont là. Et je suis très contente d'être là et d'échanger avec vous. Et surtout que chez vous, on ne pénalise pas les relations sexuelles entre personnes de même sexe
comme chez nous. Et je crois que c'est très enrichissant d'apprendre de votre système. Et cela passera évidemment par un descriptif sans ménagement de l'état des lieux ici, l'état des lieux législatifs, juridiques, judiciaires, social même, pour vous faire comprendre la situation de la communauté LGBT au Cameroun, qui vit un véritable apartheid. Le Cameroun est un pays qui est indépendant depuis le 1er janvier 1960. Et en 1965, il s'est doté de son premier code pénal dans lequel on ne trouvait pas trace de l'homosexualité dans la catégorie des infractions. En 1965, 5 années par exemple, après les indépendances. Et l'Assemblée qui a voté ce code pénal était composée de députés qui venaient des coins les plus reculés, qui venaient du terroir. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone même, et il n'y avait pas du tout ces communications qu'on a aujourd'hui qui permettent aux gens d'avoir une information instantanément. Donc, ces députés-là, lorsqu'il a fallu énumérer comme infractionnels, comme des actes qui pouvaient causer un préjudice dans la société, à l'un ou à l'autre, ou totalement à la société, eh bien, il n'y avait pas l'homosexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comportement homosexuel, pour ces gens-là, n'est pas un acte qui est de nature à causer le moindre préjudice à autrui dans la société. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'homosexuels à l'époque dans tous les villages. Et c'est en septembre, le 28 septembre 1972, que le délit d'homosexualité est introduit par voie d'ordonnance, c'est-à-dire par effraction, dans le code pénal qui est un domaine qui est réservé à la loi. Vous voyez déjà l'état génétique de la pénalisation de l'homosexualité. Ça veut dire que nous avons vécu de 1960 à 1972 avec les mêmes personnes, les mêmes traditions, les mêmes mœurs, etc. Et il n'y avait pas de pénalisation. Et dans pas mal de pays africains, européens, même occidentaux, chez nos colonisateurs, on pénalisait déjà l'homosexualité. Les homosexuels devaient soit se taire, se cacher, soit se suicider. Je pense que ça peut être vérifiable. Donc, la dépénalisation de l'homosexualité, elle est africaine. C'est la pénalisation de l'homosexualité qui est d'importation. Et si on pense, et si on sait, c'est admis aujourd'hui, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que c'est la mère de l'humanité, c'est elle qui a porté tous ces enfants, qui étaient homo, hétéro, etc. Et elle les a portés sans discrimination, ni sur la race, ni sur rien du tout. C'est ce que nous apprennent les anthropologues et d'autres experts en la matière. Ça veut dire que l'Afrique est fondamentalement en faveur de la protection des droits de l'homme, notamment des droits des homosexuels. Mais Alice Nkom, en même temps... Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous nous avez lu un extrait du jugement qui a été rendu le 11 mai dernier et qui concernait 2 trans qui se sont arrêtés dans un restaurant le soir après leur travail pour se manger un petit morceau, lorsque les gens qui les ont vus arriver, habillés en femmes, maquillés, perruques, chaussures à talons, ils ont paniqué et sachant que l'homosexualité pour eux c'est une question de faciès, ils ont téléphoné à la police qui est arrivée sur les lieux et qui les a accueillis, allaient tout droit vers leur table pour leur dire, monsieur, donnez-nous vos pièces d'identité. Malheureusement, ils ne les avaient pas sur eux et on les a embarqués.
en fait, avec bien l'arrière-pensée d'être tombé sur des malfaiteurs, sur des homosexuels, sur des jeunes gens qui étaient en train de commettre une infraction. Mais les 5 hommes, Oui. Allô? Oui, on je vous connais? entend. Je continue? Oui, volontiers, mais je souhaitais aussi passer la parole à les autres avocates qui sont avec nous. Okay. Et ce que c'était intéressant, on en reviendra tout à l'heure, c'est que paradoxalement, vous dites, en gros, la pénalisation de l'homosexualité, c'est depuis le Nord, depuis l'Occident, quelque part. Et voilà que si on vient, par exemple, au contexte français, c'est ça que j'aimerais aussi qu'on puisse comprendre un peu davantage. Là, par contre, nous avons assisté à l'introduction d'un mariage dit égalitaire, ou plutôt communément mariage pour tous, où les débats étaient par ailleurs très haineux. Et justement, une fille de l'Afrique, telle que, entre autres, que Christiane Taubira, elle disait en tant qu'ancienne garde des Sceaux, le 29 janvier 2013 à l'Assemblée nationale en France, elle disait alors disons les choses, elle dit qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel? Rien, rien, elle continue. Alors si elle en rêve rien, nous allons oser poser des mots sur les sentiments et sur les comportements. Nous allons parler de mensonges à l'occasion de cette campagne de panique, de pseudo-suppression des mots de père et de mère, dans le code civil et dans le livret de famille. Elle continue, nous posons les mots et nous parlons d'hypocrisie pour ceux qui refusent de voir ces familles homoparentales et ces enfants exposés aux accidents et aux aléas de la vie. Elle continue encore, nous allons poser les mots et nous allons parler d'égoïsme pour ceux qui s'imaginent qu'une institution de la République pourrait être réservée, telle que le mariage, pour, uniquement à qu'une catégorie de citoyens. Nous disons que le mariage ouvert aux couples de même sexe illustre bien la devise de la République, la liberté de se choisir, la liberté de décider de vivre ensemble. Nous proclamons, elle continue enfin, par ce texte l'égalité, l'égalité de tous les couples, l'égalité de toutes les familles, et nous disons qu'il y a dans cet acte une démarche de fraternité, parce qu'aucune différence ne peut servir de prétexte à des discriminations d'État. Et à vous, je souhaitais donc vous poser la question, Caroline Mécari, pourquoi donc Christiane Taubira, elle utilise le mot en disant que le mariage ouvert aux couples du même sexe illustre bien la devise de la République. En quoi et pourquoi donc le fait de ne pas discriminer quelconque pratique consentie, donc élargir le mariage aux couples du même sexe, est une valeur de la République et une devise de la République? Avant que le mariage civil, tel qu'il a été ouvert à tous les couples en France en 2013, n'incarne en effet une devise de la République, il faut quand même rappeler, pour rejoindre le propos de Alice, que ça n'est pas le fruit d'une baguette magique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une évolution. Je rappelle que jusqu'en 1981, en France, les pratiques homosexuelles étaient pénalisées. C'est François Mitterrand qui va les dépénaliser. Et puis ensuite, il va y avoir un très long combat pour la conquête de l'égalité des droits. Ça va d'abord être les propositions de loi d'un contrat de partenariat dans les années 90 qui vont aboutir au vote du pacte civil de solidarité en 1999, qui est une vraie révolution parce que c'est la première fois qu'en France, le couple de personnes de même sexe peut bénéficier d'une protection légale. Et même si ce n'est pas l'égalité des droits, c'est mieux que rien, en tout cas face au néant de la protection juridique antérieure et cette nouveauté de ce contrat, on a une avancée. Il faudra ensuite attendre 2004, ce mariage célébré en France dans le village de Bègle par Noël Mamère, ce mariage de 2 hommes qui a fait le tour du monde pour ceux qui s'en souviennent. C'était le premier mariage civil réalisé par un maire, parce qu'en France, ce sont les maires qui célèbrent les mariages, grâce à, entre guillemets, une faille de la loi, pour que 9 ans plus tard, en 2013, la France ouvre le mariage civil à tous les couples. Alors quand Christiane Taubira dit qu'il incarne la devise de la République, c'est parfaitement vrai. Il incarne d'abord la liberté, c'est-à-dire que chaque couple
est placé dans la même situation de choix. Les couples peuvent choisir de rester concubins sans aucune protection de la loi. Les couples peuvent choisir de se paxer, puisque le pax est ouvert aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples homosexuels, ou bien, grâce à la loi du 17 mai 2013, ils peuvent choisir de se marier, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Donc c'est la liberté de choix de la protection matrimoniale qu'incarne l'ouverture du mariage en 2013 en France. Pourquoi est-ce que c'est l'égalité ? Ça incarne l'égalité. C'est parce que grâce à l'ouverture du mariage civil, il n'y a plus de hiérarchie entre les couples en fonction de leur orientation sexuelle. Avant 2013, les couples homosexuels avaient le choix entre le concubinage et le PACS, le pacte civil de solidarité. Tandis que les couples hétérosexuels pouvaient choisir le concubinage, ou bien le PACS, ou bien le mariage. Et pourquoi est-ce qu'il y avait donc une discrimination? C'est que les droits et les devoirs issus du PACS sont, entre guillemets, inférieurs aux droits et aux devoirs qui résultent du mariage civil. Donc, jusqu'en mai 2013, jusqu'au moment de l'ouverture du mariage à tous les couples, il y avait donc une discrimination, une inégalité de traitement pour les couples en fonction de leur orientation sexuelle. À partir du moment où le mariage est ouvert, il y a une égalité absolument totale. Et donc, chacun peut bénéficier exactement des mêmes droits à partir du choix qui lui est offert, étant précisé et rappelé que ce choix, il est libre et il est le même pour tous. Donc, liberté, égalité. Et pourquoi fraternité? Tout simplement parce que le fait de pouvoir choisir le mode de protection de son couple et par voie de conséquence aussi de sa famille permet de s'inscrire totalement et complètement dans une logique de solidarité nationale. C'est-à-dire que si vous avez des enfants en étant un couple hétérosexuel ou en étant un couple homosexuel, vous pouvez bénéficier pour cette famille qui va pérenniser la société dans laquelle vous êtes, la solidarité nationale. Et la solidarité, c'est la fraternité, ou plus exactement la fraternité est l'ancien mot, je dirais, de ce qui est un système solidaire. Et la France, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945, avec le Conseil national de la résistance, a mis en place des institutions qui ont pour objet véritablement d'assurer une solidarité entre les différents citoyens. L'impôt, par exemple, est une forme de solidarité. On contribue chacun à proportion de ce que l'on gagne. Mais pour en revenir au mariage, le mariage permet cette solidarité et cette fraternité pour les familles qui sont désormais toutes incluses dans l'universalité de la loi. Voilà ce que je pouvais dire rapidement et répondre rapidement à votre question. Mais votre réponse, elle est très intéressante. S'il y a possibilité, on va revenir sur les droits réellement qui sont reconnus finalement aux familles, parce qu'il me semble quand même qu'il y a encore des choses qui restent pas couvertes nécessairement d'un point de vue juridique. Mais avant de faire ça, comme modèle en quelque part de république ou du fait que les pays affichent les questions de non-discrimination en raison de l'orientation sexuelle, l'identité de genre comme une devise de l'ordre politique. Il me semblait intéressant qu'on essaie de comprendre davantage qu'est-ce que ça se passe au Québec, Canada, donc avec Elisabeth Brousseau. Et pour le faire, je souhaiterais juste revenir sur des dates qui semblent clés dans le processus québécois. C'est en 1969 qu'il y a eu la loi Omnibus. Donc, c'est le père donc, de l'actuel premier ministre québécoise, donc Pierre Elliott Trudeau, qui décriminalisait l'homosexualité. Ensuite, en 1977, le Québec devient la première juridiction en Amérique du Nord à interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle en incluant ce motif dans la Charte des droits de la liberté des personnes et liberté des personnes. Ensuite, ce sera en 1996 que déjà dans la province de la Colombie-Britannique que sera reconnue la possibilité
d'adopter les enfants pour les couples du même sexe. Il y a d'autres dates un peu clés de ce genre-là. Sinon, si je reviens tout plus récemment, en 2017, c'est la première fois qu'un chef du gouvernement d'État participe à une Pride, le fera d'abord, donc Justin Trudeau, d'abord à Toronto, ensuite le fera à Montréal, etc. Au point tel que dans un magazine Gay Tétou, il dit « À ce titre, je demande à nos diplomates de prendre un rôle d'avant-plan, de promouvoir ces enjeux, pas seulement auprès des gouvernements, mais directement dans la population, avec les réseaux sociaux, dans leur activité et dans la société civile. » Encore hier, Mme Boisvert, qui était la représentante personnelle du Premier ministre du Québec pour la francophonie, elle disait que ce 17 mai 2021, le gouvernement du Québec lançait un nouveau plan sans frontières dont les questions LGBT sont au cœur des politiques internationales du Québec. Alors, Elisabeth Brousseau, existe-t-il un modèle québécoise en matière de droits LGBTQ+, et ce modèle est-il à exporter ou pas et comment? En fait, je suis très fière de la situation au Québec et au Canada. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un modèle à exporter quand on voit ce que le Nord a tenté d'exporter dans le Sud dans le passé? Je suis un peu mal à l'aise avec l'idée d'exportation du modèle. J'espère au mieux que le modèle canadien sur lequel on travaille ici depuis plusieurs décennies a avancé un peu comme ce que décrivait Caroline tout à l'heure. S'il n'y a pas de baguette magique, c'est une évolution lente avec des éléments qui peu à peu permettent d'atteindre une plus grande égalité ou, disons, d'atteindre des objectifs de ce type-là. Mais en fait, l'idée d'exporter, j'espérerais au mieux que ça puisse inspirer des stratégies d'avancement des droits ailleurs. Et donc, c'est toujours un plaisir de parler de la situation enviable du Québec et du Canada pour pouvoir peut-être semer des idées de stratégie. Une chose est sûre, on parle aujourd'hui, nous sommes 3 juristes à vous adresser la parole autour de cette table. Le droit, c'est un élément, à mon sens, c'est un outil qui permet d'y arriver. Donc, on peut saisir les tribunaux ou mobiliser un législateur, mais au Québec et au Canada, la façon dont les droits LGBTQI ont avancé, c'est véritablement une solidarité de la communauté d'abord, une communauté qui, je le rappelle, est diversifiée. Hein, le drapeau gay, justement, qui au départ était beaucoup mené par les hommes homosexuels ici au Canada, a lentement fait beaucoup plus de place aux sous-diversités que compose justement ce drapeau-là. Et lentement ici, il y a eu des avancements majeurs lorsque les LGBTQI ensemble se sont solidarisés pour mener les uns les autres des batailles ensemble. Alors seuls, on fait peu de choses et je pense que s'il y a un grand élément à tirer de l'expérience québécoise et canadienne, c'est de regarder comment les lesbiennes se sont solidarisées avec les hommes gays et comment, à travers ça, on a pu mener plusieurs autres batailles qui, aujourd'hui, sont surtout, en tout cas dans l'actualité, nous menons actuellement des batailles toujours pour les personnes trans, où il y a encore des gains à faire. Donc, la situation du Québec et du Canada est certainement enviable et merci Ferdinando d'avoir rappelé les grandes dates charnières. Moi, je pense qu'un des éléments clés, c'est effectivement le mariage, un peu comme Caroline le décrivait en France. Mais le mariage, ça demeure quand même l'outil suprême de conformité qui ressemble au modèle hétérosexuel. Je pense qu'au Canada, on est rendu même dépassé ça. Les couples gays veulent plus que simplement les mêmes droits que les hétéros. On est rendu ailleurs où on veut dégenrer notre société et sortir de ces carcans de contrôle social de ce type-là. Alors, mon discours est un peu éparpillé, mais il y a encore beaucoup de batailles au Québec et au Canada. Alors, un modèle qui est encore en progression et sur lequel nous faisons toujours des gains lents, mais certains, vers l'atteinte d'une plus grande égalité.
Mais Elisabeth, si j'ose vous proposer de mettre la casquette de sociologue aussi, le Québec a eu en tout cas une culture chrétienne catholique à un moment donné, historiquement. Comment elle a pu en quelque part se libérer des carcans duquel vous faites référence en conclusion de votre intervention? Sociologiquement, qu'est-ce que s'est-il passé dans la société québécoise qu'elle est devenue si libre à un moment donné? Oui, c'est sûr qu'au Québec, effectivement, la religion, surtout le Québec francophone, parce que le reste du Canada parle anglais, donc la province du Québec est surtout francophone et surtout, effectivement, catholique d'origine et continue, je pense, d'avoir un certain nombre de valeurs alignées là-dessus. Mais le problème avec les religions et la façon dont on voit les choses au Québec et au Canada, c'est que les religions, malheureusement, peuvent encore à ce jour servir de frein à l'avancement des droits LGBTQI, puisque une majorité de religions continue à ce jour de prôner la discrimination et de rejeter l'homosexualité. Donc, il a fallu au Québec et au Canada s'affranchir d'une certaine façon du contrôle des religions sur nos sociétés, sur nos mentalités, sur nos familles, sur l'institution de la famille et même sur l'État. Il a fallu laïciser beaucoup nos façons de voir et nos institutions pour pouvoir arriver à laisser l'idée LGBTQI germer depuis, comme vous le disiez, les années, en fait en 69, où Pierre Elliott Trudeau disait « L'État ne se soucie pas de ce qui se passe dans les chambres à coucher ». Et donc, une célèbre citation ici qui a permis à l'État de finalement cesser de venir faire cette intrusion dans la vie privée des gens. Et effectivement, depuis que les mentalités québécoises se sont un peu laïcisées, ça a permis à l'homosexualité et à ces idées LGBTQI de germer lentement. Donc, il y a un respect en des religions ici. Évidemment, les droits religieux sont enchâssés dans les mêmes chartes que les droits humains de la personne. Il y a à l'occasion certaines décisions judiciaires qui, en général, finissent à la Cour suprême du Canada sur une compétition entre des droits enchâssés dans nos chartes, et ça pose un certain nombre de défis là, du point de vue strictement juridique, parce qu'on refuse au Canada de hiérarchiser les droits enchâssés à la charte, aux chartes, qu'elles soient québécoises ou canadiennes, là. Mais disons qu'on préfère la cohabitation des droits autant religieux que LGBTQI lorsqu'il y a des affrontements entre certaines valeurs. Merci beaucoup de nous faire part, en quelque part, de cette transversalité, finalement, entre la religion et la sexualité. Et sous ça, j'aimerais me tourner donc vers Alice Sencombe, sachant qu'on revient à ce que vous disiez, Alice Sencombe, au début, concernant le fait que, finalement, la pénalisation de l'homosexualité, c'est occidental. Et autrement dit, il y a bien aussi la religion qui a mis son nez là-dedans, si j'ose l'exprimer ainsi. Mais essayons de comprendre avec vous davantage, Alice Sencombe, comment cette pénalisation des pratiques sexuelles, elle s'inscrit dans une histoire de fracture sociale, politique, économique du globe entier, entre le Nord et le Sud. Pourquoi donc aujourd'hui des dictatures des divers gouvernements africains et pas qu'africains utilisent les questions sexuelles comme une manière, en quelque part, pour déterminer une nouvelle frontière. Où est-il le problème? Où se situe le fait, par ses pouvoirs, peut-être avec l'appui même de l'Occident, du Nord, de s'attaquer aux minorités sexuelles et de genre? Eh bien, je prendrai toujours l'exemple du Cameroun, n'est-ce pas? Et quand j'entends mes consoeurs parler de mariage homosexuel, etc., je me pose la question, est-ce qu'on peut parler du mariage homosexuel au Cameroun lorsque vous êtes pénalisé, vous êtes un délit vous-même? L'homosexuel, c'est un délit. Comme ils disent au niveau de la religion, c'est une abomination, c'est-à-dire la personne est un délit. Alors, je demande à ce que nous soyons, pour le moment, la préoccupation des pays de mes consoeurs pour que nous atteignions le niveau qui est le leur aujourd'hui, de façon à ce qu'on puisse avoir des combats vraiment communs et égalitaires.
Donc, nous, on en est encore à être un délit. Un homosexuel, c'est un délit. C'est une infraction. Il porte en lui les éléments constitutifs du délit, c'est-à-dire quand on le voit, il est déjà homosexuel. Me disait ainsi un procureur de la République quand je plaidais l'affaire des 12 premières grosses arrestations qui ont fait beaucoup de bruit aussi, que de toute façon, ma demande de mise en liberté provisoire n'a aucune chance de prospérer parce que pour lui, le délit d'homosexualité, c'est un délit continu. Ça veut dire que même ça ne sert à rien de le sortir aujourd'hui parce que demain, il sera toujours un homosexuel et il sera toujours dans le délit. Il sera toujours le délit. Alors, vous voyez, quand on en arrive à ça, nous sommes très très loin et vraiment, moi je vous remercierais de vous joindre à nous dans ce combat pour nous permettre de quitter le rez-de-chaussée, même pas le rez-de-chaussée, même pas, parce qu'aujourd'hui les ascenseurs arrivent au grenier pour qu'on puisse être au moins au niveau où on peut être tous dans le même ascenseur pour monter. On n'en est pas là. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que vous m'aidiez à dépénaliser l'homosexualité au Cameroun. Ça ne devrait pas être très compliqué. Parce qu'en réalité, c'est la pénalisation de l'homosexualité au Cameroun qui est illégale. Et si le Cameroun, comme se targue de le dire comment on appelle ça, les politiques, si c'est un État de droit, c'est-à-dire un État qui a une constitution, des règles qui permettent de gérer les problèmes entre les citoyens, aujourd'hui, un juge rigoureux qui applique la loi et pas la morale, ni religieuse, ni coutumière, ne peut pas motiver une condamnation, ne peut pas motiver légalement, juridiquement, une condamnation du fait de l'homosexualité. Pourquoi? Parce que le Cameroun a reconnu qu'il était partie prenante dans la communauté universelle en plaçant la loi internationale au-dessus de sa constitution et au-dessus de ses lois nationales. Les règles, c'est le droit international et c'est répété dans la loi portant code pénal à l'article 2 que les traités, les conventions, la loi internationale s'imposent aux dispositions pénales du pays, à toutes les dispositions pénales. À l'article 2, lorsqu'on retrouve l'homosexualité au niveau de l'article 347 comme une infraction, on ne comprend pas celle que la même Assemblée puisse se contredire, poser un principe ici, le contredire un peu plus loin. Je crois que nous souffrons du fait que justement, il y a une telle ignorance, un tel obscurantisme au sein de nos dirigeants qui s'accommodent plus facilement du pouvoir absolu, qui abat la séparation, le principe même de la séparation des pouvoirs, sans lequel le Cameroun ne serait plus qu'une vaste autocratie et non pas une démocratie. Vous ne pouvez pas avoir une constitution qui a établi ce principe, ces doubles principes de la hiérarchie des normes et de la primauté des lois humaines, de la loi internationale sur toutes les autres lois, et avoir la Déclaration universelle dans son préambule et qui établit aussi ses propres règles, les valeurs d'égalité, de non-discrimination, et mettre l'homosexualité comme étant une partie de la sexualité qui doit être pénalisée. Parce que le Code ne parle que de l'homosexualité. Le législateur ignore la transsexualité, le lesbianisme, tout ça. Il ne pas. Normalement, quand on attrape un trans, il doit dire, mais moi je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas un homosexuel. Vous punissez l'homosexualité, mais moi je ne suis pas homosexuel.
Mais Alice, ce que vous évoquez, c'est des éléments donc aussi de rapport avec le droit international. On va essayer aussi de l'en traiter dans la table ronde encore plus loin. Mais ce que j'aimerais comprendre avec vous, parce que oui, il y a de l'obscurantisme, certes, il y a une manière pour ces gens de maintenir un pouvoir, mais ils s'attaquent à la sexualité et ils le font éventuellement indirectement avec un Occident, avec un Nord qui devient complice de tout ça. Qu'est-ce que nous, le Nord, pouvons-nous faire et comment, quelque part, dévoiler ce système? Parce qu'il me semble que oui, il y a des questions de droit formel, donc ils essaient en quelque part de faire entrer à travers des normes, à travers des décisions d'arrêt, de jurisprudence, la criminalisation, notamment de l'homosexualité, mais le problème, il se situe ailleurs, il me semble. C'est aussi un problème politique entre le rapport entre, par exemple, le Cameroun et le reste du monde et certaines démocraties occidentale où la promotion de la liberté sexuelle elle est mise en avant. Donc en gros, comment la Genève internationale, comment la ville des droits humains peut-elle vous aider? Comment, ou pas? Qu'est-ce que concrètement peut être fait pour dépénaliser l'homosexualité au Cameroun? Mais concrètement, il faut... La Cour suprême a rendu un arrêt qui disait que les pays partis à la Charte des Nations Unies ou à la Charte africaine des droits de l'homme, qui constituent des lois supérieures à la Constitution, considèrent que les pays partis à ces chartes-là et qui, avec des lois internes, pénalisent les relations sexuelles entre adultes consentants, ces pays-là violent ces chartes-là. Donc, violent la loi internationale, celle qui nous est commune. Alors, ma question est, que se passe-t-il lorsque un pays, le chef de l'État qui négocie les traités, les conventions, etc., a pris un engagement par rapport à ça au niveau de l'international? Qu'est-ce qui se passe quand on viole un engagement? C'est la question que je pose à la communauté internationale, avec qui on signe des traités, avec qui on partage des chartes, on pose des principes. Qu'est-ce que ça devient lorsque, une fois au pays, le même président de la République, qui dans l'article 43 de la Constitution, est celui-là même qui négocie la loi internationale et qui la signe, devient un traité? Qu'est-ce qui se produit lorsque, de l'autre côté, quand il va voir les députés de son Assemblée nationale, il les laisse voter une loi qui va à l'encontre de l'engagement solennel qu'il a pris? Est-ce qu'il n'y a rien de prévu au niveau de ceux qui signent de tels engagements des pays? Il n'y a aucune sanction ou bien c'est aussi là-bas l'impunité? Si on me dit que signer des chartes, des traités, ça ne veut rien dire, c'est du folklore, une fois qu'on a fini de signer, on peut rentrer chez soi et faire exactement le contraire. Et ce contraire, faire souffrir ces populations et ces citoyens, et ça doit rester impuni, eh bien, figurez-vous que la Cour suprême a dit non. Le juge camerounais ne doit pas appliquer ce genre de loi interne qui viole et qui ne permet pas au Cameroun de respecter ses engagements internationaux. Nous avons des arrêts de principe qui normalement s'imposent comme des lois aux arrêts des cours d'appel et aux tribunaux. Mais dans la pratique, rien ne se passe. Tout se passe comme si la Cour suprême pissait dans un violon, pour utiliser une expression plus banale. Alors moi je dis, si au niveau de la loi internationale qui concerne tous les chefs d'État, qui vont dans les sommets, qui signent des traités, des conventions, les font ratifier par leur pays, quand on constate cette violation, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Parce que ça pourrait nous aider ici en interne. Mais il me semble... Comment on fait pour avancer dans la dépénalisation? Il me semble Parce que la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun est plus une question de respect de la loi internationale que de respect de la loi nationale. Alors, je dis, à ce moment-là, il faut que les États, il faut que les institutions nationales, internationales et continentales
se joigne à nous à ce combat et fasse respecter les engagements que notre pays a pris là-bas pour le compte du peuple camerounais. Il y a bien des dispositions de la charte qui prévoient cela. Nous avons eu, par exemple, en 2014, une résolution de la Commission africaine des droits de l'homme, très claire, qui dit que les pays partis à la charte africaine des droits de l'homme, qui pénalisent les rapports sexuels entre adultes consentants, violent la charte. Et alors, quand on a violé les lois, qu'est-ce qui se passe? L'impunité. Dans ces conditions, nous, ici, sur le plan national, on n'a aucune chance de combattre l'impunité tout seul. Mais en effet, il me semble, encore une fois, ce que vous dites, que c'est vraiment une question politique. On le voit de près aussi aujourd'hui en Europe, notamment entre, soi-disant, un ouest de l'Europe qui serait progressiste et un est de l'Europe qui serait conservateur. Et tout particulièrement, on le voit, par exemple, ces derniers mois en Pologne, où il y a eu des zones anti-LGBT qui étaient créées. Et là, je me tourne, donc merci beaucoup Alice, on revient tout de suite un peu sur ces sujets, mais je me tourne vers Caroline Mécari, parce que le secrétaire d'État aux affaires européennes, il se rendait en mars dernier en Pologne, il voulait rendre visite à ces fameuses zones free LGBT. Donc là, on retrouve une politique française ouvertement engagée en politique étrangère sur les questions LGBT. On voit les tensions qui caractérisent l'Europe. Donc, pour reprendre les mots d'Alice Nkom, on voit comment ils essaient en quelque part de faire vivre ces traités. On voit aussi des résolutions qui sont faites au sein européen. Mais quelle est votre interprétation de tout ça? Quel est votre avis sur le fait, par exemple, qu'il y a une politique étrangère française ouvertement pro-droit LGBT et si, de quelle manière il faut intervenir? Donc, comment il faut la déployer, cette politique? Alors d'abord, je voudrais dire à Alice que si moi je peux aider d'une manière ou d'une autre en allant au Cameroun, examiner comment on pourrait rendre effectif quelque chose qui est imposé, ou en tout cas qui est énoncé par la Charte des droits fondamentaux africaine, par exemple, je suis prête à venir, hein, c'est vraiment pas un souci. Maintenant, je vais revenir à l'Europe et à la France. Alors, la situation de la France, elle n'est pas dénuée d'ambiguïté. Il faut que vous sachiez qu'en Europe, on a la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à tous les individus le droit à la vie privée, à la vie familiale, qui garantit le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. Il faut que vous sachiez que chaque ressortissant membre des pays qui ont signé la Convention européenne des droits de l'homme ont la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir, dans le cadre de l'application d'une règle de droit interne à leur situation, une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Un exemple, une lesbienne avait demandé en France un agrément pour adopter, il lui a été refusé en raison de son homosexualité, les juridictions internes ont refusé en raison de l'homosexualité, et j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme, et là j'ai fait valoir la discrimination. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France dans un arrêt du 22 janvier 2008 en disant qu'à partir du moment où la France permet l'adoption par une personne célibataire, la France ne peut pas refuser un agrément pour adopter à une femme célibataire au motif qu'elle est lesbienne. Bien. Dans ce procès, qui était opposé? Qui était mon adversaire? C'est pas le Conseil général, non. C'est le gouvernement français lui-même qui s'est opposé à la reconnaissance de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, ce que je veux dire en parlant de l'ambiguïté de la France, c'est que dans toutes les procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme, où les avocats défendent des justiciables, des ressortissants français, suisses, tout ce qu'on veut, enfin tous les pays membres du Conseil de l'Europe, c'est toujours l'État en face qui s'oppose. Donc la France, elle s'oppose à l'évolution des droits. Elle s'est opposée à l'agrément par une lesbienne, elle s'est opposée au mariage, elle s'est opposée à la transcription des actes de naissance des enfants nés par GPA. Donc ça, c'est la réalité concrète. À côté de ça, vous avez un autre cadre qui est plus, je dirais, qui est plus de surface,
C'est-à-dire que lorsque vous parlez de notre secrétaire d'État qui va rendre une petite visite en Pologne pour aller voir les zones dites free LGBT, il fait de la communication. C'est pas de la politique, enfin, peut-être ça peut compter vaguement, mais c'est pas pour autant que la Pologne va arrêter ces zones free LGBT. Là où la France commencerait à avoir une politique fermement engagée pour les droits des personnes LGBT, ou contre le racisme, enfin ce que vous voulez, pour l'égalité contre les discriminations, c'est quand la France œuvre avec les autres pays membres de l'Union européenne pour qu'une procédure d'infraction soit initiée contre la Pologne, par exemple, qui, en créant des zones free LGBT, viole à la fois le traité de l'Union européenne et viole à la fois la Charte des droits fondamentaux de l'Europe. Là, on aurait une vraie politique. De la même manière que ce serait identique contre la loi hongroise qui interdit toute représentation de l'homosexualité à l'école. C'est-à-dire une loi qui discrimine les personnes à raison de leur orientation sexuelle. Là aussi, une vraie politique en faveur de l'égalité des droits contre les discriminations de la France, c'est d'initier la procédure d'infraction devant la Cour de justice de l'Union européenne. Puisque, à la différence semble-t-il, de ce qu'est la Convention internationale qui concerne l'Afrique, il n'y a pas de juridiction chargée de veiller à la bonne application de la Convention internationale qui réglemente l'Afrique sur les droits humains. En revanche, en Europe, nous avons ces cours. Pour la Convention européenne des droits de l'homme, nous avons la Cour européenne des droits de l'homme, où je répète que la France, elle s'oppose à l'évolution des droits. Et nous avons la Cour de justice de l'Union européenne qui constate, qui peut être saisie pour constater les manquements, les violations du traité de l'Union européenne et de la Charte des droits fondamentaux européens. Donc, dans ce cadre-là, on peut faire quelque chose. Après, dans ce que pourrait faire en plus la France, si elle usait véritablement de cette possibilité d'agir judiciairement devant la Cour de justice de l'Union européenne, elle pourrait décider de nommer un ambassadeur aux droits des personnes LGBT qui pourrait aller partout dans le monde pour, entre guillemets, plaider pour l'égalité des droits partout dans le monde et la non-discrimination. Il n'y a évidemment pas que le Cameroun, il y a de très nombreux pays où en effet l'homosexualité est toujours pénalisée. Dans certains pays, elle est même criminalisée d'une manière absolument invraisemblable. Donc la mission de cet ambassadeur dédié aux droits LGBT serait en liaison avec l'ONU et le Comité des droits de l'homme de l'ONU, où il y a d'ailleurs les droits des personnes LGBT font partie des droits humains. Donc, de manière à agir politiquement dans les coulisses, de manière à faire bouger la situation au Cameroun, parce que je suis d'accord avec Alice, il ne peut pas y avoir de mariage civil ou de contrat de partenariat ou d'adoption ou de procréation médicalement assistée si déjà on a un droit national qui pénalise les pratiques homosexuelles au mépris de conventions qui ont une nature supérieure dans la hiérarchie des normes. Donc il y a en réalité beaucoup de choses à faire, ce qui suppose, en tout cas sur le plan politique, une réelle volonté et pas uniquement un affichage en disant « coucou, c'est moi, je vais là-bas ». Ça suffit pas. Enfin, en tout cas, c'est largement insuffisant. Mais merci de préciser ça parce qu'il me semble que c'est un piège dans lequel ils rentrent, en tout cas certaines politiques, par ailleurs l'expert indépendant auprès du Conseil des droits de l'homme, donc droits humains, expert indépendant en raison des questions d'orientation sexuelle, identité de genre, etc. Il sera demain parmi nous dès 13h30, donc horaire de Genève pour une conférence sous les suites, les conséquences plutôt de la COVID-19 sur les personnes LGBTQ+. Merci aussi pour cette proposition d'un ambassadeur. J'espère que la communauté internationale nous suit et peut-être elle va
à la fois récolter la demande requête de la part d'Élise et peut-être aussi votre suggestion. Elisabeth Bousseau, c'est vers vous que maintenant je me tourne et je voulais donc continuer un peu sur ces contradictions. Vous travaillez dans le cadre d'un des cabinets les plus importants du Québec. Vous êtes même en liste pour être un des 25 avocates les plus importantes au Québec. Et encore, vous avez une carrière très, très importante avec à côté un engagement social très important aussi, à la fois en tant que secrétaire du conseil d'administration de EGID, Alliance francophone pour l'égalité et la diversité, à la fois engagé pour Avocats sans frontières. En même temps, comment vous allez, en quelque part, vous partager entre ces engagements qui semblent, dans votre activité professionnelle, qui semblent un peu loin des droits de la personne et loin de la lutte contre les discriminations et toute votre activité sociale. Donc, pouvez-vous un peu nous raconter pourquoi, qu'est-ce que vous a mené à ça et comment au quotidien vous ménagez en quelque part deux mondes qui peuvent être un peu différents? Je vous remercie de ces élogieux commentaires. Maintenant, je suis encore très jeune comme avocate de litige associée, effectivement, dans un grand cabinet canadien national. Maintenant, les différents éléments que vous nommiez, c'est surtout en lien avec, effectivement, mes implications en lien avec la cause des femmes et des LGBTQI ici au Québec et au Canada, là, qui me permettent à l'occasion de m'illustrer. Alors, c'est effectivement quelque chose de peut-être un peu plus rare, c'est que contrairement à mes deux consoeurs qui sont autour de cette table, je ne travaille pas dans le domaine des droits de la personne et donc je ne représente pas des LGBTQI dans le cours habituel de mon travail d'avocate de litige. Donc, devant les tribunaux, je fais essentiellement du recours collectif, du litige commercial, bref, des choses qui n'ont rien à voir avec les questions LGBTQI. Et je trouve intéressant que vous le souligniez parce que ici au Québec et au Canada, il y a quand même une grande culture de bénévolat et de représentation pro bono devant nos tribunaux ou de soutien aux communautés. Et puis, un cabinet comme le mien n'a aucune crainte ou gêne de s'allier à des valeurs. Et ça, c'est peut-être quelque chose de très nord-américain. De plus en plus ici au Québec, au Canada, aux États-Unis et même dans le milieu corporatif, privé, de plus en plus les entreprises d'ici s'affichent avec des drapeaux gays, s'investissent dans la cause. Et c'est un phénomène que je trouve intéressant puisqu'il est la démonstration, en fait, de l'implication de la société civile qui a intégré les valeurs et qui, des compagnies, littéralement, sont porteuses de ces valeurs d'égalité et de diversité. Donc, effectivement, comme avocate de droit corporatif, de litige commercial, j'en demeure pas moins que j'ai des centaines d'heures par année d'investissement dans des travaux qui ont trait à l'avancement de la cause et de l'avancement des diversités. Et suffit là, de mettre sur Google le nom de mon cabinet et d'autres cabinets et d'autres entreprises québécoises, canadiennes et américaines. Et vous allez voir que maintenant, les valeurs LGBTQI sont portées par le privé, chose qui étonne et qui est un phénomène relativement nouveau ici. Pour moi, c'est extrêmement prometteur parce que lorsqu'on parle de changer les choses ailleurs et lorsque j'entends Alice nous parler de la situation au Cameroun, moi, je ne crois pas que les solutions soient de nature purement diplomatique ou purement juridique. Je le disais tout à l'heure, ce sont là des outils. Et j'aime bien l'idée de Caroline de nommer un ambassadeur à la question LGBTQI. Et je verrais bien un Canadien ou un Québécois porter ce chapeau-là et ce drapeau-là, puisque nous ne sommes pas partie là, de ces conventions européennes ni africaines. Et donc, un peu comme un outsider qui arrive d'Amérique, n'a pas les pieds et les mains liés peut-être pour faire la promotion de ces valeurs-là. Et quand je vois même nos entreprises à l'étranger partir avec ces messages,
je me dis que vraiment, il y a une manifestation qui est là maintenant dans le privé, qu'on voit aussi portée par le domaine des arts, par des mentors, des leaders dans la société, des modèles qui, eux et elles peuvent, je pense, justement, aller se permettre d'aller germer ces idées avec des sportifs. Je pense que ça doit se faire de toutes les manières. C'est comme ça qu'au Canada, on a pu atteindre une égalité. C'est que dans le fond, la question LGBTQI et l'égalité et les diversités est portée de toutes les façons et tous les outils doivent être utilisés en même temps, ensemble, pour y arriver. Donc, vous promouvez plutôt une transversalité finalement entre domaines. C'est ça, le fait de dire que, presque la question LGBT elle dépasse uniquement les personnes concernées. C'est ça que finalement, ça fait un peu la force aussi de ce qui se passe au Québec. Est-ce qu'on peut retenir aussi ça? Absolument. Absolument, puisque les LGBTQI au Québec, au Canada ou dans le monde demeurent une minorité dans la population. Et comme minorité, ils et elles doivent s'allier et mobiliser l'ensemble et le reste de la société, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on voit au Québec et au Canada, et ça fait taire les discours dissonants. Je pense que c'est là l'avancement concret. Donc, on peut changer les lois, hein, mais tant que ça n'est pas intégré dans la société, il continuera d'y avoir de la discrimination. Il y en a encore au Québec et au Canada. Là. On ne vit pas dans un conte de fées non plus. Mais on est à travailler à briser la discrimination, maintenant peut-être plus systémique que juridique. Donc, on a presque, j'ai envie de dire, atteint une égalité juridique. Il y a encore certains débats. Les hommes gays ont encore de la difficulté à avoir des familles homoparentales chez nous. Les contrats de mère porteuse demeurent un gros problème au Québec. On voit encore de la discrimination sur le don de sang, des questions trans qui ne sont pas encore à notre goût, enfin. Et donc, l'égalité juridique, on y est presque, mais l'égalité réelle, l'égalité de fait, dans la vie au jour le jour, il y a encore des pas à faire et ça sera possible lorsque toute la société sera donc sur le même pied d'égalité. Et donc, je conclue là-dessus, voir le privé s'en mêler et faire la promotion de ses valeurs. Pour moi, c'est un pas énorme qui montre que c'est ça, derrière la scène aussi, pas juste sur la scène juridique. Les choses changent. Merci donc Elisabeth Brousseau pour nous partager en tout cas cette expérience qui me semble aussi pionnière en tout cas dans le continent américain du Nord, en tout cas pour avoir parce que c'est là justement que le privé il semble se mêler, pour reprendre les mots, davantage à ces questions. Mais en revenant sur le plan juridique, je commencerai là un tour. Ensuite, n'hésitez pas à toute personne qui souhaite nous partager des commentaires, des questions, de le faire. On va vers la deuxième partie et aussi la fin de cette table ronde. Mais j'aimerais commencer avec vous, Caroline Mécari. Pourquoi les droits sexuels sont-ils des droits humains? Tout simplement parce qu'en fait, la sexualité, ça fait partie de la vie privée et qu'à ce titre-là, ça participe de l'identité d'une personne, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est totalement intégré dans ce qu'on appelait avant les droits de l'homme et ce qu'on appelle aujourd'hui les droits humains. Ça me paraît assez clair. C'est comme ça que je le définirais. C'est pour ça que la situation, par exemple, au Cameroun me paraît tout à fait inconcevable en réalité du point de vue des libertés individuelles et collectives d'une autre manière. Mais du point de vue de la liberté individuelle, on ne choisit pas d'être homosexuel, tout comme on ne choisit d'ailleurs pas d'être hétérosexuel ou on ne choisit pas d'être trans. Ce sont des constructions internes qui s'imposent à nous à chaque fois. Et donc, c'est ce que nous sommes, comme nous avons peut-être une couleur de peau XY, une corpulence, etc. Ça fait partie de notre identité. Et donc, l'individu, l'être humain, doit être protégé dans toutes ses dimensions, d'où le fait
enfin, la sexualité est quelque chose de protégé par les droits humains. Enfin, voilà. Merci. On va voir avec Alice Incombe en quoi les droits sexuels sont des droits humains. Alice? Oui. Les mêmes raisons que Caroline vient de donner, ça me semble tellement évident que j'ai du mal à l'expliquer. Ça va de soi. Mais en même temps, le pouvoir du gouvernement... En même temps, le gouvernement du Cameroun... Non, je disais, en même temps, le gouvernement du Cameroun ne la pense pas du tout comme ça. Donc, pourquoi le convaincre que les droits sexuels sont des droits humains? Je ne comprends pas bien la question. Non, j'ai dit, le gouvernement du Cameroun ne la pense pas comme ça. Ne pense pas que les droits sexuels vont de soi en tant que droits humains. Moi, je ne sais pas si c'est vrai que le gouvernement ne pense pas ça comme ça, parce que nous avons eu, en 2006, nous avons eu un déferlement de dénonciations par voie journalistique. Tous les jours, on sortait 50 noms de personnes homosexuelles, on citait les noms, et souvent, c'était des gens qui travaillaient dans le gouvernement, enfin des personnalités. Et ça a donné lieu à des drames dans les familles, parce que les enfants ne voulaient plus aller à l'école si le nom de leur papa se trouvait sur la liste des homosexuels du pays. Et il y en a qui ont menacé de se suicider. Il y a eu même qui se sont déscolarisés. Et le président de la République est le premier à avoir mis un terme à ce déferlement de calomnie. Et dans son discours, il a clairement dit qu'il s'agit là d'une question qui relève de la vie privée et qu'elle est sacrée. Donc, le gouvernement, le président de la République, le premier, sait très bien que les questions de sexualité, qu'elles soient homosexuelles, lesbiennes ou je ne sais pas trop quoi, ce sont des questions qui relèvent de la vie privée, et il a dit lui-même, la vie privée est sacrée. Et nous avons choisi de gérer ce pays sur la base de la non-discrimination. On ne peut pas discriminer une orientation sexuelle alors qu'il y en a plusieurs, sous quelque prétexte que ce soit. Et j'ai aussi une autre préoccupation. Ma chère Caroline, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous, et surtout que l'Europe comprend la France, qui est notre ancienne... voilà, on était sa colonie. Et donc, le problème aujourd'hui touche le problème migratoire. Ce sont eux qui ont voulu que l'homosexualité ait une incidence sur les migrations. Lorsque dans un pays, vous prenez sur vous d'empêcher quelqu'un d'aimer qui il aime, de vivre son sentiment vis-à-vis de l'autre, parce que vous supposez qu'il est homosexuel, que vous envoyez vos sbires, la police, la gendarmerie, arrêter cette personne, la mettre en prison, et que vous avez un tribunal qui va condamner ces jeunes gens sur la base de l'apparence, en disant si vous êtes habillés comme des femmes, ça veut dire que vous voulez attirer des hommes, et comme vous-même vous êtes des hommes, vous allez donc commettre l'homosexualité. Vous voyez un peu? Et c'est ce qu'on a eu là avec l'affaire Shakiro, l'affaire du 11 mai en question. Alors, quand vous avez ce genre de situation, moi je sais que Shakiro et tous ceux qui lui ressemblent auront du mal, si jamais ils sortent de prison, à vivre ici. Donc, il va falloir qu'on se batte pour qu'on leur obtienne des visas chez vous. Alors, que devient une personne qui s'est engagée pour son pays à gérer les gens sur la base égalitaire, sur la base de la loi internationale qui protège ces gens-là, et qui, du fait de cette mauvaise application de son engagement, vous cause un préjudice tel que vous soyez obligé de vous exiler et d'aller demander l'asile dans un pays qui est celui-là aussi qui a reçu cet engagement, parce que la loi internationale, c'est la loi humaine, elle est là pour tout le monde. Vous allez me demander d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On pénalise ici des gens sur la base de la faute que la personne qui les pénalise a commise. C'est une situation difficile. Et je suis d'accord pour qu'on fasse des procès. Mais actuellement, je suis sur un procès qui concerne un journaliste qui était directeur général de
de la télévision nationale, Radio-Télévision nationale, qui est en prison depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Son affaire est au tribunal, soi-disant pour détournement de deniers publics, et on va vers le 80e renvoi. Quel est le justiciable qui peut payer les services d'un avocat pendant si longtemps? Quel est l'avocat qui peut tenir, même s'il met ses deniers? Ce n'est pas possible. C'est la même chose. Pour que nous puissions saisir les juridictions internationales qui vont appliquer la même loi internationale qu'on refuse d'appliquer ici alors qu'elle nous est opposable, il faut s'armer de patience et de moyens pour mener un procès jusqu'à la Cour africaine des droits de l'homme. Ce n'est pas possible. Alors, vous êtes l'éternelle victime de tout, économique. Parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas droit à la justice, elle demande des moyens que vous n'avez pas. Vous êtes cerné de partout. Et est-ce qu'on peut envisager de créer ici un pool d'avocats qui ne fait que ça, qui observe tous les procès, qu'ils soient homosexuels ou pas, qui en permanence et vivent de ça, qui observent toutes les violations, qui conduisent au tribunal, qui observent, qui écrivent, qui synthétisent et qui servent ça aux responsables des institutions internationales où ça se signe, pour qu'ils puissent avoir des armes contre l'individu président de la République ici, qui signe, qui nargue tout le monde et qui fait le contraire de ce qu'il a signé chez les autres. Et qui laisse ses victimes, les victimes de ses errements, sans moyen de se défendre, ni ici, ni en allant chercher l'asile ailleurs, ni pour faire un procès qui va demander des années et des années et des années. On ne pourra pas. Vous voyez la situation dans laquelle un abus, une violation peut conduire un individu, si ce n'est pas ça le fait de pousser quelqu'un au suicide une fois, qu'il est cerné de partout. Il ne peut pas. Les implications sont sociales, économiques, juridiques, judiciaires, diplomatiques, tout. Ne peut rien faire. Et là-bas, vous ne voulez plus de migrants. Vous ne donnez plus... En plus, maintenant, il y a la sanction du Covid, qui fait que c'est très simple qu'on dise que vous ne venez pas en France parce qu'il y a le Covid. Mais ce sont les mêmes qui sont victimes de tout. Toutes les bêtises que le président fait là-bas, ce sont les mêmes qui sont victimes de ces bêtises, qui, lui, ne paye pas les conséquences, à aucun moment. Alice, je pense que votre cri de désespoir, vraiment, il est très fort entendu au point tel qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui demandent, et je me tourne donc à la fois vers Caroline Mécari et Elisabeth Brosseau, je vous laisse décider qui ont trouvé d'eux. La question qui revient donc souvent et qu'elle est exactement à la suite de ce qui nous vient d'être partagé par Alice Sencombe, c'est comment donc l'Europe et le Canada vont concrètement, peuvent, je dirais, accompagner les pays africains sans distinction dans ce combat. Est-ce que vous avez des commentaires, des solutions peut-être ou pas, Elisabeth Brosseau, Caroline Mécari? Oui, peut-être je peux y aller sur ça. Disons qu'en ce qui me concerne, je suis investie dans Égide. Égide qui a été financé et lancé d'abord par le Québec, par une initiative justement internationale dans la francophonie à coût de millions de dollars canadiens pour justement essayer de permettre une solidarisation internationale. Donc, Égide est peut-être le début et justement le lancement d'Égide est peut-être une possibilité de solution. L'accès à la justice dont parle Alice est quelque chose de préoccupant, je pense, partout dans le monde, parce que peu importe les causes, l'épuisement devant les tribunaux est un phénomène qu'on voit même chez nous. Une piste de solution peut-être sur cette question-là de l'accès à la justice, quand il a fallu même pour nous se battre dans les années, encore il y a quelques décennies devant nos tribunaux pour le mariage ou les droits des familles, ben, c'est passé par le financement par les communautés pour permettre à des causes phares, et je ne sais pas si Caroline a vu ça aussi en France, mais c'est quelque chose de plus en plus populaire de financer des causes qui ont été vues comme comme on appelle chez nous des test cases,
Et donc des cas idéaux là, à mener devant les tribunaux pour les mener à bien et faire de faire dans le fond du litige stratégique. Donc, de prendre des causes phares qui pourront être menées à bien jusqu'à la Cour suprême en ce qui nous concerne, puisqu'il n'y a pas de tribunal au-delà de notre Cour suprême canadienne, et d'essayer d'aller au bout de ça avec des avocats et justement des cabinets d'importance qui viennent et qui s'en mêlent et qui plaident l'affaire jusqu'au bout. Parce que sinon, effectivement, le justiciable est bien seul devant un appareil aussi lourd avec les frais que ça impose. Alors, si je peux juste ajouter un mot, le modèle anglo-saxon que tu décris, Elisabeth, il n'existe absolument pas en France. Il n'y a absolument pas de... On ne pense jamais le prétoire et le monde judiciaire comme pouvant faire avancer une cause. Jamais. Donc, on ne trouve jamais de financement et ça repose toujours sur des justiciables et des avocats qui font ça plus ou moins pro bono. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet ni la demande d'Alice. Moi, alors, certainement, peut-être que Égide peut faire quelque chose, ou en tout cas, dans ce que tu esquisses, il y a quelque chose qui doit pouvoir se dessiner. Moi, je suis membre du Conseil national des barreaux en France. Le Conseil national des barreaux, c'est vraiment l'organe qui représente tous les avocats français face au gouvernement français. Donc face au ministère de la Justice, etc. Et dans le cadre de cette institution où j'ai été élue depuis le 1er janvier 2021, on a une commission, enfin, il y a plusieurs commissions, il y a notamment une commission droits de l'homme et une commission droit international. Et je dois pouvoir voir avec ces deux commissions comment, en tout cas, de quelle manière on pourrait éventuellement intervenir officiellement. Je veux dire, le CNB intervient officiellement ou est observateur de procès concernant les personnes LGBT au Cameroun. Ça, c'est quelque chose que je peux regarder et que je peux voir comment le mettre en place. Alice, je ne sais pas si on reste en contact après, mais c'est quelque chose que je peux faire et voilà. Il me semble cette proposition, Caroline, plus que pertinente parce que, comme il vient aussi d'être dit dans les commentaires qu'on reçoit par qui nous suit, il semblerait qu'au Cameroun, mais d'ailleurs ça me vient de dire pas qu'au Cameroun, la question elle n'est pas uniquement juridico-substantielle, c'est pas uniquement comment la loi elle est appliquée, mais c'est des questions sociales et politiques et peut-être une pression, si j'ose la définir en guillemets, mais une pression internationale, en tout cas une présence physique même par des observateurs, peut-être cela ça pourrait être une solution. Je sais vos engagements si respectifs, donc nous allons vers la conclusion de cette table ronde virtuelle. J'invite aussi Alice à retourner avec nous et je souhaiterais vraiment que soyez un peu vous, peut-être à partir aussi de votre expérience dans ces années, dans vos combats, duquel je pense au nom de tous les membres aussi de la société civile qu'aujourd'hui nous suivent, en tout cas au nom de l'Université de Genève, il n'y a plus qu'une reconnaissance profonde pour la manière dont donc, grâce à vos actions, les combats et la cause de l'égalité et de la diversité, elle avance. Mais souhaitez-vous partager encore un commentaire, une question ouverte, en quelque part, qui reste encore suite à cette heure et demie que nous venons de passer ensemble. Alice, merci de revenir avec nous en vidéo. Allez-y, Caroline. Non, mais je crois que... Si vous voulez, la conquête des droits, c'est une conquête qui est incessante. Même quand on a acquis les droits, on n'est jamais sûr qu'il va pas y avoir un retour en arrière. Et ce n'est pas évidemment que sur le plan juridique, comme l'expliquait tout à l'heure Elisabeth, c'est-à-dire que la conquête formelle des droits, c'est le premier pas. Pour ce premier pas, c'est la dépénalisation, mais ensuite, il faut en effet que ce qu'on appelle les mentalités changent. Néanmoins, si je regarde l'expérience française, je peux dire qu'en même temps, les lois, elles ont changé parce que la société française avait elle-même changé. Et si je prends l'exemple du mariage, ce n'est pas parce que vous avez vu une mobilisation importante d'une minorité, en réalité, contre l'ouverture du mariage, que la société française, dans son ensemble, n'était pas favorable. Elle était ultra favorable à l'ouverture du mariage et de l'adoption. Et c'est si vrai qu'aujourd'hui, ou plus exactement le 29 juin dernier, donc il y a 2 jours,
on vient d'adopter la loi qui permet les procréations médicalement assistées à toutes les femmes. Donc, ce sont des conquêtes qui se font à la fois sur le plan juridique, judiciaire, mais aussi culturel, mais aussi éducatif. Donc, en fait, il faut absolument jamais rien lâcher. Il faut avoir la niaque et toujours se battre. Et voilà. Et ça ne cessera en réalité que lorsqu'on sera mort. Voilà. Donc, on continue. Alice, avez-vous la niaque? Ah oui. Ah, ça, Caroline, elle a touché. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas abandonner. Nous avons, pour moi, ici au Cameroun, nous avons vraiment, sur le plan législatif, on a tout ce qu'il faut pour gagner. Maintenant, il faut organiser cette bataille sur tous les plans. Et quand j'ai commencé ce combat il y a une vingtaine d'années, il n'y avait personne. Et l'autre jour, quand j'ai eu à plaider l'affaire de Shakiro, les deux trans, on était 4. Spontanément, ils m'ont dit, maman, on veut venir cette fois-ci. Et puis j'en ai même eu d'autres qui m'ont dit, nous te rejoignons à la cour d'appel. C'était inimaginable il y a 20 ans. Inimaginable. Je sais que même récemment, j'ai été éjectée d'un forum, Lawyers Forum, parce que quand le pape a fait sa sortie dernièrement pour dire qu'il faut aimer les homosexuels, évidemment, j'ai renchéri, j'ai dit, magnifique, bravo, tout ça. Et j'ai voulu ramener le débat dans le forum des avocats. On m'a stoppé net. On me dit, il n'y a pas de ça ici. Caroline, si je te renvoie, si tu t'envoies les échanges, tu vas pleurer. Ah oui, j'imagine. Les avocats. Et ils m'ont menacé de m'enlever du groupe. Évidemment, je ne perdrai pas grand-chose si on m'enlève d'un tel groupe, parce que de toute façon, j'ai dit, mais vous savez, ça fait une 50aine d'années que je suis avocate. J'ai plaidé toute ma vie pour qu'on laisse l'avocat s'exprimer, que même le président du tribunal ne puisse pas l'interrompre quand il... Et aujourd'hui, on me fait taire, on me muselle dans un forum d'avocats parce qu'il s'agit du délit d'homosexualité, qui reste quand même un délit, et donc quelque chose qui regarde les avocats. Ben non, je n'ai pas réussi. J'étais entre nous les... Je vais t'envoyer les échanges, Caroline. C'est incroyable. Donc, le combat, il sera... Moi, je sais que... Moi, je n'ai fait que le commencer ici au Cameroun. Mais je suis loin. Je ne pense pas que je n'aurais même pas obtenu la dépénalisation au moment où je vais quitter la terre. Mais je voudrais avoir fait suffisamment pour susciter un intérêt sur la question homosexuelle au Cameroun, pour susciter un intérêt dans la communauté elle-même, pour qu'elle sache qu'elle n'est pas composée de citoyens de seconde zone et qu'elles doivent s'approprier ce combat. Je connais leurs problèmes, je connais leurs difficultés, mais pendant que je suis encore là, ensemble, on peut. Et j'avoue que les États-Unis, par exemple, nous aident énormément dans ça. Ils envoient des messages clairs au gouvernement. Et c'est comme ça qu'ils viennent de nous envoyer un couple marié, un couple d'homosexuels mariés, comme ambassadeur des États-Unis. On doit réfléchir, Caroline, vous allez nous aider pour voir comment on peut mettre ça à profit pour sortir de tout et puis s'exprimer et voir et embarrasser la... Vous ne pouvez pas avoir accepté les lettres de créance d'un ambassadeur marié dans les liens d'un mariage officiel de chez lui qui n'impacte pas sur sa carrière. Vous avez accepté ces lettres de créance et pendant ce temps, vous mettez les jeunes Camerounais en prison. Ah, il faut qu'on gère ça de façon à être... et qu'on les oblige à se prononcer pendant cette période-là. Je crois qu'il sera là pour 5 ans. Alors, tout ce que vous pouvez m'apporter comme réflexion pour faire une stratégie autour de ça et foncer pour faire au moins des petits pas en avant, qu'on n'ait plus envie d'arrêter les gens pendant qu'on accrédite les ambassadeurs non seulement homosexuels mais mariés. Ah, il n'y a qu'un coup à jouer là, je compte sur vous. Hein. Alice, vous pouvez compter sur nous. On n'est pas certes les États-Unis, mais on y croit. On vous envoie toutes les énergies parce qu'avant que vous quittiez ce monde le plus loin possible, on doit qu'au Cameroun il y ait une dépénalisation. Et peut-être Elisabeth aussi a-tu un mot de clôture. En tout cas, il y a un engagement formel et moral aujourd'hui même avec du fait que nous soutenons vos combats et le fait même d'être là, pour nous, c'est plus qu'important. Donc, merci
pour le message que vous nous avez livré. Mais Elisabeth, est-ce que vous souhaitez aussi apporter un mot de fin ou un mot, oui. un message? Ben, peut-être sur un ton un peu plus philosophique, puisqu'on parlait des droits de la personne, des droits humains, comment inscrire le débat LGBTQI et les diversités LGBTQI dans le débat plus large. Je pense qu'il faut continuer de réfléchir, à mon sens, à la nature intersectionnelle de nos débats, à voir comment la cause LGBTQI ou ces questions-là de diversité s'inscrivent sur un continuum, à mon avis, que le droit des femmes. Je suis ravie de voir 3 avocates autour de cette table ronde et je lève mon chapeau à mes 2 collègues, puisque la cause LGBTQI, elle est sur ce continuum-là du genre et que la bataille des droits de la personne, c'est une bataille unique. Quand on fait avancer les droits de la personne, c'est les droits de tous les humains qu'on fait avancer. Donc, courage à tout le monde. Je pense qu'il ne pouvait pas avoir une conclusion plus belle que celle du continuum. Donc, merci beaucoup Alice Sencombe, merci beaucoup Elisabeth Brousseau, merci beaucoup Caroline Mécari. Donc, pour cette première conférence table ronde de la 2e journée de la conférence internationale Vive l'égalité et les diversités de la francophonie, culture, santé, sécurité. C'était la table ronde dépénaliser les pratiques sexuelles, regard croisé Afrique, Europe, Amérique. Je remercie vivement nos traductrices en ligne des signes, Christiane et Corinne, ainsi que toute la régie des personnes donc, qui ont participé et grâce auxquelles tout ça est possible. Donc, Hélène, et défendre les droits des personnes LGBT donc, auprès des organisations internationales dans la francophonie. Merci et au revoir.